Si depuis 3 ans je termine toutes mes vidéos par une fausse citation d'Enzo Ferrari, ce n'est pas pour rien, c'est que ce monsieur est peut-être la figure la plus iconique de l'histoire du sport auto. Né en 1898, 101 ans avant moi, à Modène, sa ville, dont la couleur est le jaune évidemment, et qu'il ne quittera pour Maranello qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale. Il a d'abord été pilote Alfa Romeo, la référence des années 20, avant de créer sa Scuderia, son équipe qui prépare et engage des Alphas, et de fil en aiguille, il est devenu celui que l'on connaît. Être un mythe implique d'être souvent résumé à quelques légendes, parfois fausses. Évidemment, ces punchlines mémorables comme « pour arriver premier, il faut premièrement arriver » ou « l'aérodynamique, c'est pour ceux qui ne savent pas construire un moteur », celles-là, elles sont vraies, mais laissez-moi vous raconter 5 anecdotes qui vont un petit peu présenter 5 facettes de sa vie. Certains d'entre vous connaîtront déjà tout évidemment, mais l'idée ici c'est plutôt de présenter ce personnage historique qui est présent dans toutes les vidéos, mais dont on n'a jamais vraiment parlé en détail. Si vous avez des anecdotes plus pointues, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, après vous être abonné et avoir liké la vidéo. Évidemment, on y va. Numéro 1, le fils maudit et le fils interdit. On commence par la vie personnelle d'Enzo Ferrari. Bon, vu le personnage et vu les mœurs du début du XXe siècle, autant le dire tout de suite, c'était ni un romantique ni un papa poule, c'était plutôt un homme très froid, très solitaire. Il n'a pas été aidé par la vie. À 18 ans, il perd son père et son frère d'une épidémie de grippe. Il connaît également la Première Guerre mondiale. Il va donc se réfugier dans l'automobile, sa passion, celle qui lui permet d'échapper à la dureté de son existence, et ça va constituer l'essentiel de ses actions. Il se marie tout de même en 1923 à Laura Garello, et ils ont un fils en 1932, Alfredo dit Dino. Pour lui, comme il l'avait promis, il arrête d'être pilote automobile et il va totalement le chérir, c'est son bijou, son successeur, il travaille avec lui au sein de Ferrari, il est brillant, il est doué, il le rend fier, mais assez rapidement Dino tombe malade, il a de plus en plus de mal à répéter les efforts, et à seulement 20 ans, on lui diagnostique la myopathie de Duchenne. En gros, c'est un déficit de protéines qui affaiblit les muscles et qui surtout le tue à petit feu. Il continuera de travailler avec son père jusqu'au bout, mais il meurt le 30 juin 1956 à 24 ans, une tragédie qui marque un tournant dans la vie d'Enzo. Il perd en quelque sorte sa raison de vivre, il est évidemment complètement dévasté et ça va le marquer pour toujours, il sera de plus en plus froid. Le drame est évidemment aussi terrible pour sa femme Laura qui ne s'en remettra jamais et qui s'écroule petit à petit. Elle meurt en 1978 et c'est à cette occasion que Enzo Ferrari révèle que Dino n'est pas son seul fils. Et oui, il y a aussi Piero Lardi, l'assistant F1 de Luca Di Montezemolo et qui détient 10% de l'entreprise. Il est né en 1947 de Enzo et de sa maîtresse Lina Lardi, mais à cause d'une vieille loi en Italie, il n'a pu être reconnu officiellement comme le fils d'Enzo qu'à la mort de la femme d'Enzo. Sacrée histoire dont pas grand monde n'était au courant, et il n'aura pas eu avec Piero la même relation qu'avec Dino, ce qui aura, il paraît, touché beaucoup Piero. Sacrée histoire, et aujourd'hui Piero est le seul héritier Ferrari, il est le vice-président de la marque, il est très discret aussi, on l'a rarement vu, mais il reste le seul membre de la famille à être monté sur un podium, c'était en Chine en 2013. Enzo Ferrari a donc eu une vie personnelle compliquée, détachée, secrète, marquée par des drames. Aujourd'hui, on peut se consoler en se disant qu'il a retrouvé Dino à Imola. Le circuit porte leurs deux noms. Numéro 2, les destins brisés. Malheureusement, on va rester sur la même dynamique puisque la vie professionnelle d'Enzo a également connu énormément de tragédies. Ça, c'est forcément inhérent au manque de sécurité du sport auto à l'époque. On peut déjà citer la famille Ascari, on a le père Antonio qui se tue au volant d'une Alfa, donc l'écurie dans laquelle Enzo bossait, au Grand Prix de France en 1925 sur l'autodrome de Montlhéry. Enzo prend alors Alberto, le fils âgé de 7 ans, sous son aile et il sera extrêmement doué pour la course auto, même si son père lui avait quelque part un petit peu déconseillé d'en faire. Il va gagner des courses pour Ferrari, être 2 fois champion du monde de Formule 1 en 52 et en 53. Mais en 1955, 4 jours après avoir miraculeusement survécu à une chute dans l'eau à Monaco, il est présent à Monza pour des tests. Il n'est pas prévu qu'il roule, mais il décide quand même de monter dans une voiture pour ne pas rester sur les mauvais souvenirs de son accident.
et évidemment il va se tuer, violente sortie de piste assez inexpliquée, dans la chicane qui à l'époque n'en est pas une et qui aujourd'hui porte son nom. Toujours à Monza, Enzo a également été affecté par ce qu'on appelle en Italie le dimanche noir de Monza. C'était en 1933. 3 pilotes se sont tués durant le Grand Prix de Monza, dont Giuseppe Campari, ancien pilote Alfa Romeo et pour qui Enzo avait une grande affection. Un autre accident va marquer Enzo mais aussi toute l'Italie. C'était en 57 à ce qu'on appelle le 1000 Miglia. C'est une course d'endurance qui faisait Brescia-Rome-Brescia. On a un de ses pilotes Ferrari, Alfonso de Portago, qui perd le contrôle de son véhicule. Il est tué, ainsi que son copilote, mais aussi ainsi que 9 spectateurs, dont 5 enfants. La polémique est totale. Enzo va également connaître pas mal de décès parmi ses pilotes de Formule 1. On a Eugenio Castellotti, qui était considéré comme le futur espoir italien, qui perd la vie en 57 lors d'essais privés à Modène. On a Luigi Musso et Peter Collins, le line-up de la saison 58. Les deux se tuent à moins d'un mois d'intervalle. Wolfgang von Trips, qui connaît le même sort à Monza en 61 dans un accident effroyable qui tue également 14 personnes dans le public. Lorenzo Bandini, lui, décède de ses brûlures 3 jours après un crash terrible à Monaco. Et enfin, le dernier drame de la vie d'Enzo, c'est la perte de son petit prince, le pilote qui leur a fait craquer à nouveau, Gilles Villeneuve, à Zolder en 82, suivi peu après de la blessure de Didier Pironi. Numéro 3, une absence historique. Allons maintenant sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux pour illustrer le caractère de cochon et les nombreux coups de sang d'Enzo Ferrari. Monsieur Ferrari ne faisait rien comme personne et n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire. Ainsi, lorsque la Formule 1 est créée en 1950, il ne voit pas ça d'un très bon œil. C'est géré par des Anglais qui veulent tout mettre aux normes. Lui, il aime bien la course artisanale à l'ancienne. Et du coup, il boude, il n'envoie pas ses voitures pour le premier Grand Prix de l'histoire à Silverstone. Et oui, vous avez bien entendu, Ferrari, l'écurie la plus mythique et la plus victorieuse, n'était pas là au premier départ de la F1. Il avait préféré aligner ses hommes en Formule 2 au Grand Prix de Mons en Belgique pour envoyer un message et surtout, on va pas se le cacher, parce que les primes étaient plus grosses. Problème, il va laisser le champ libre à son rival de l'époque, Alfa Romeo, qui réalise un triplé. Farina gagne devant Fagioli et Parnell. Les trois ont 2 tours d'avance sur le 4e et le 5e, et ça aurait même dû être un quadruplé sans l'abandon mécanique de Fangio. Quand il a vu ça dans son bureau de Maranello, on imagine que le patriarche a recraché son déjeuner. En tout cas, ça l'a fait changer d'avis puisque seulement une semaine après, il était là pour le Grand Prix de Monaco avec comme pilote Sommer, Whitehead, Villoresi et Ascari. L'Italien terminera 2e derrière Fangio. Et le duel avec Alfa Romeo va animer les premières heures de notre catégorie préférée. Ferrari attendra 12 Grands Prix pour gagner une première fois, c'était à Silverstone en 51 grâce à José Froilán González, puis Ascari va enchaîner 2 victoires. Et après voilà, c'était parti et il y a toute l'histoire que l'on connaît, mais peut-être que vous l'ignoriez, la Scuderia n'était pas là pour les grands débuts de la F1. Numéro 4, Ferrari aurait pu disparaître. À présent, on va évoquer la gestion parfois tumultueuse, voire catastrophique de l'écurie par Enzo. En réalité, globalement, il a plus ou moins toujours eu des difficultés financières. Entre des choix osés, plusieurs ratés, un refus d'adopter certaines techniques modernes, un refus d'écouter les autres parfois, et un mode de management très solitaire et têtu, avec en plus la difficulté de ces années-là, il a failli couler la boîte plusieurs fois le Enzo. Et voilà qu'au tournant des années 60, Ferrari a pas mal de difficultés financières et a en plus besoin d'argent pour se remettre à norme dans quelques domaines et pour essayer de concurrencer les Anglais qui désormais ont la main mise sur la Formule 1. Et c'est là qu'arrive Ford pour tenter de financer Ferrari, même carrément de les racheter. L'intérêt pour eux, c'est de développer leur marque en Europe. Après des négociations qui n'ont pas dû être faciles, Enzo s'est résolu à accepter. Il n'a pas vraiment le choix en plus et il va empocher un chèque qui correspondrait aujourd'hui à environ 160 millions de dollars, c'est évidemment beaucoup, mais au tout dernier instant, il va se retirer, dire non, parce que Ford lui a manqué de respect en refusant qu'il garde un poste au sein de sa propre équipe. C'est le point de départ de la rivalité qui donnera le film sorti il y a quelques années, Le Mans 66. Ford fera tout pour se venger et pour battre Ferrari dans la Sarthe, où l'écurie italienne a gagné les 6 dernières éditions.
Enzo a donc gardé sa fierté, mais il ne peut pas tenir très longtemps, les difficultés s'accumulent, et en 69, il doit vendre 50% de ses parts à Fiat, avec quand même la garantie de garder le contrôle sur la gestion sportive. Après la mort d'Enzo, Fiat détiendra même jusqu'à 90% de Ferrari, mais ils ont tout lâché en 2015 pour intégrer un autre groupe. Mais voilà, la morale de cette histoire, c'est que dans les années 2010, si vous conduisiez une Fiat Panda, grosso modo, vous pouviez dire que vous conduisiez comme une F40. À peu de choses près. Numéro 5, c'est lui le boss. Dernier point de la vie d'Enzo Ferrari, on ne pouvait pas passer à côté, c'est sa relation très compliquée avec ses collègues de travail, et notamment ses pilotes. Il avait ses chouchous, mais refusait en même temps de s'attacher après les nombreux drames qu'il avait vécus, ce qui donnait un relationnel parfois un peu particulier, pimenté par le fait qu'il aimait bien que ces deux pilotes soient en grande rivalité. Il pensait que ça augmentait leur niveau de performance, et je pense aussi que vu qu'il conduisait ses bébés, ses voitures, il avait une grande exigence pour eux, et aussi un grand amour, mais qu'il avait du mal peut-être à transmettre. Et du coup tout ça, ça nous donne une multitude d'histoires assez absurdes où il a souvent tiré dans les pattes de son meilleur cheval. Ainsi, en 1961, Enzo avait fait de Van Trips son favori, mais on l'a dit, il s'est tué lors de l'avant-dernière manche à Monza. C'est son coéquipier Phil Hill qui s'est imposé ce jour-là et qui est devenu champion du monde, mais Enzo n'aimait pas trop cet Américain qu'il jugeait moins performant, et en gros pour lui c'est un titre qui n'a pas beaucoup de saveur. Il n'est donc quasiment pas célébré, pourtant à domicile, et surtout n'aura pas le droit de fêter ça devant son public à Watkins Glen pour la dernière manche de la saison, car Enzo est fâché, agacé par les critiques sur la dangerosité de ses voitures, il décide de ne pas se rendre aux États-Unis. Un geste peut-être aussi en l'honneur de Van Trips, mais dont les réelles motivations ont toujours fait du mal à Phil Hill, pourtant champion du monde avec sa marque. L'autre grand exemple qui illustre bien cette facette d'Enzo Ferrari, c'est sa relation houleuse avec Niki Lauda. Les deux hommes ne pouvaient quasiment pas se blairer, on peut dire, malgré le fait que l'Autrichien soit celui qui ait permis à Ferrari de se relever après de nombreuses années de disette. Trop cash et sûr de lui, et un petit peu froid lui aussi, Niki verra son patron être plus intéressé par la recherche de son remplaçant que par sa convalescence après son grave accident en 1976. Pire, il se dit qu'Enzo était profondément irrité et mécontent de voir Lauda revenir quelques semaines après au Grand Prix d'Italie. Il aurait préféré totalement tourner la page et repartir avec un autre pilote. Lauda lui volait peut-être aussi la vedette. Le coup de grâce a lieu à Fuji pour la dernière manche où l'Autrichien déclare forfait à cause des conditions météo et perd donc le titre. Un affront qui met Ferrari hors de lui, on ne lui fait pas ça. Et du coup, il décide de mettre Carlos Reutemann, qu'il aime vraiment beaucoup plus, en tant que pilote numéro 1 pour 77, et il annonce à Lauda qu'il le remplacera dès 78. Ça n'empêche pas Niki de gagner le titre et de claquer la porte 2 courses avant la fin de saison. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. C'est guère mieux avec ses employés, ses ingénieurs, ses patrons, etc. Évidemment, je vous la fais courte, mais en gros, en 1962, il y a quasiment la moitié de l'équipe qui s'est barrée parce qu'ils supportaient pas l'ingérence de sa femme dans l'écurie et les méthodes de management d'Enzo. Du coup, ils ont créé une écurie conquérante, ATS. Bon, ils ont fait que 2 saisons en Formule 1, mais vous voyez là un petit peu comment Enzo traitait les gens qui bossaient avec lui. Ça devait pas toujours être facile. Même si tu faisais gagner Ferrari, t'étais pas à l'abri que le mec te déteste. Voilà, c'est le caractère d'Enzo. Évidemment, c'est très dur et même impossible de résumer toute la complexité et les 90 ans d'existence d'Enzo Ferrari en ces quelques anecdotes et ces quelques minutes, mais ce n'était pas non plus mon ambition, je voulais surtout apprendre quelque chose à au moins quelqu'un et vous donner envie d'en savoir plus. Évidemment, faire un portrait rapide de ce personnage. Je peux vous conseiller de regarder le très bon documentaire qu'a fait Arte à son sujet. Je me le suis fait il y a quelques mois, c'est vraiment excellent. Et ce bouquin, Drive de Kevin Eason, dont je vous ai déjà parlé, ça retrace la vie des grands personnages de l'histoire de la Formule 1. Donc évidemment, ça parle d'Enzo, on apprend plein de choses, des anecdotes, etc. Très bonne lecture que je vous reconseille.
À part ça, j'aurais pu continuer des heures en vous disant que le cheval cabré sur le logo de Ferrari vient d'un avion sur lequel il était présent, l'avion d'Antonio Baracca, un aviateur italien tué en 1918 et Kenzo a pris en hommage. J'aurais pu également vous dire qu'il n'allait jamais sur les circuits parce qu'il trouvait ça, je cite, inutile, ou encore que sa voiture préférée était sûrement sa Renault 5. Mais je m'en arrête là, je vous laisse compléter les anecdotes en commentaire pour qu'on puisse tous partager et me dire si vous voulez plus de vidéos historiques de ce genre, et si oui, sur quel sujet. Sur ce, je vous laisse, merci de votre soutien, on n'oublie pas le like et l'abonnement. A très vite pour de prochaines vidéos, et souhaitez-moi bonne chance pour l'énorme procès qu'Enzo va me coller après avoir vu cette vidéo. A bientôt.